sommaire de tout ce qu'on va voir dans la présentation. D'abord, on a l'introduction sur l'IA, donc je vais faire d'abord une distinction entre le machine learning et le deep learning. On va voir les algorithmes. Au niveau de l'IA et de la sécurité réseau, ça va être beaucoup des cas d'utilisation. Je vais citer des cas d'utilisation avec des exemples. Là, au niveau implémentation, je pense vous montrer une IA ce soir, à part peut-être vous dire comment en faire, ça c'est sûr, mais après l'implémenter ce soir, ça m'étonnerait. Des cas d'utilisation d'aujourd'hui, mais aussi de ceux qui vont venir prochainement. Donc tout d'abord l'introduction à l'IA, je crois que vous connaissez un peu maintenant le principe. Il y en a absolument dans tout logiciel, donc que ce soit des plateformes de vidéos comme YouTube, beaucoup d'IA pour notamment leur algorithme de proposition de séries ou vidéos, ou bien celles que vous utilisez tous les jours avec ChatGPT ou alors GitHub Copilot pour le code. C'est omniprésent aujourd'hui et beaucoup d'entre nous et ceux qui ne travaillent pas trop sur l'IA ont beaucoup de questions éthiques et des craintes et c'est plus des maths qu'un monstre, spoiler. Donc je vais commencer vous donnant une petite définition de l'IA pour commencer. Donc c'est la simulation par une machine de processus à caractéristiques humaines, comme par exemple l'apprentissage. Donc ça c'est similaire pour à peu près tous les IA, que ce soit pour les algorithmes qui soient inclus dans les plateformes on utilise comme ChatGPT, etc. Donc première différenciation avec le machine learning et le deep learning, c'est en 3 points. Donc on a d'abord l'architecture des modèles qui est complètement différente. La représentation des données qui est pareil, diffère beaucoup. La capacité d'apprentissage, c'est pas les mêmes algorithmes et du coup pas la même chose, et on va voir ça plus en détail maintenant. Avec d'abord l'architecture. Donc au niveau du machine learning, ces algorithmes simples qui sont sélectionnés par un humain, hein, c'est pas comme à l'inverse le deep learning qui utilise lui une seule structure qui est les réseaux de neurones un peu plus complexes, et on appelle ça réseau de neurones profonds, pardon. Et là, cette différence, c'est que ces réseaux sont capables en fait d'apprendre des représentations de données à différents niveaux d'abstraction, c'est-à-dire que il y a différentes couches qui permettent à l'algorithme de retenir différentes structures de données, pouvoir répondre à des questions comme par exemple ChatGPT, vous lui posez une phrase, ces mots qui donnent un sens, et c'est ces couches d'abstraction qui lui permettent d'obtenir une réponse normalement est censée répondre à la question. Et tout ça, bien sûr, en deep learning, c'est fait de façon automatique. Donc il n'y a pas d'intervention de l'homme et il n'y a pas d'intervention d'autres algorithmes que le réseau de neurones à lui seul. Donc comme je vous ai dit, par exemple, vont être plus ou moins ils vont être analysés par ce réseau de neurones, et plus il y a de couches d'abstraction qui sont les unes à la suite des autres, plus ça va permettre en fait de comprendre le sens de la phrase et d'avoir un résultat plus précis. Maintenant, la représentation des données, ça c'est par rapport surtout aux données récoltées. Sur le machine learning, on est sur des données qui sont pré-traitées notamment par des humains, et du coup ça fait des catégories un peu plus explicites. Par exemple, si je fais un algorithme de machine learning et que les sujets d'études, comme sujet d'étude, je sais pas, c'est la répartition de population. Ben, si par exemple dans les données j'ai l'âge des personnes qui ont participé, ben ça c'est pas le plus important. Donc par exemple c'est pas quelque chose qui nous intéresse le plus, on peut l'enlever pour se concentrer sur les adresses. Et au niveau du deep learning, cette structure de données, ça peut être des données brutes, absolument pas structurées. On peut avoir des images, on peut avoir du son. Au deep learning qui va lui, au réseau de neurones du deep learning, qui va lui extraire les données qui lui sont pertinentes pour pouvoir répondre directement à ce qu'il lui demandait comme problème. Concernant maintenant les capacités d'apprentissage, on a maintenant il y a des utilités notamment dans le machine sur des tâches bien plus spécifiques, du coup avec des datas qui sont structurées comme je l'ai dit auparavant par un humain, comme par exemple on peut prendre le prix des maisons, par exemple. Pour le prix des maisons, on peut par exemple prédire le prix d'une maison avec des catégories bien définies et des datas bien définies, tout ça par l'humain, avant de parler d'algorithme. Et de ce fait, on a le prix, par exemple, qui peut être une catégorie, le nombre de pièces, la surface, etc. Et tout ça, ça permet de limiter la complexité des tâches avec ces catégories, et ça peut être traité par des algorithmes plus faciles que sur du deep. Et au niveau du deep learning, du coup, avec ces technologies, ça représente directement un outil plus puissant, parce qu'on considère
En gros, c'est comme une extension de machine learning. C'est une partie dans le machine learning qui est plus poussée, avec du coup, comme je l'ai dit, un réseau de neurones qui relie toute structure de données dedans, et ça permet d'avoir des résultats bien plus précis. Et il n'y a pas que d'ailleurs que des textes, hein. On peut retrouver de la reconnaissance d'images, du son, et même, ça par contre je l'ai dit, tenir une conversation, notamment je pense à ChatGPT. Donc ici on a vu la différence entre les deux. Maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur du machine learning parce que du deep learning c'est quand même bien plus complexe à expliquer, bien plus complexe à comprendre. Donc autant faire une introduction sur l'IA avec le machine learning. De savoir sur le machine learning en priorité, c'est deux catégories. Donc il y a la première catégorie qui s'appelle le supervised. Cette catégorie, c'est des algorithmes qui sont entraînés sur des données qui sont... Donc en gros, sur ce schéma, vous avez des données qui sont labeled data. Donc vous avez des carrés, triangles, ronds et hexagones, etc. Et les labels, c'est ce qui va permettre un rectangle dans les données, ça correspond à un rectangle dans la vraie vie, quoi. Ça, c'est un rectangle. Et à partir de là, l'algorithme va permettre d'associer, de faire cette association entre chaque partie des données. Et oui, du coup, le lien, le but de ces données, enfin le but de cette catégorie de machine learning, c'est de avoir une correspondance entre ces étiquettes et les données. Et en faisant cette correspondance, d'abord on entraîne la machine qui est en fait un algorithme, et ensuite on aura un test sur d'autres data qui seront pris aléatoirement par rapport aux données qui lui ont été enseignées, par rapport à ces étiquettes. Donc par exemple on lui apprend qu'un triangle est un triangle, jusque là logique, mais une fois qu'il a assimilé ça, cette liaison, on va lui redonner plusieurs formes. On peut lui demander par exemple de retrouver le triangle, et après il fait ce qu'on appelle une prédiction, qui est en fait le résultat de l'algorithme, et on peut retrouver un triangle, un cercle, etc. On place maintenant à la deuxième catégorie qui change pas grand chose en termes de nom, mais pas mal en termes de données. C'est l'unsupervised learning. Pour l'unsupervised learning, en gros, on donne à notre algorithme, donc ici représenté par la machine, on donne à cet algorithme toutes les données sans forcément d'instruction, sans qu'il sache quoi en faire en fait. Donc on donne ces données, et le but de ce modèle-là, c'est que l'algo apprenne sans réponse étiquetée, donc sans lui dire par exemple qu'un cercle est un cercle, etc., etc., sans lui donner ça de la part de l'humain, qu'il fasse lui-même des liaisons par lui-même, qu'il apprenne les motifs, les relations entre ces structures de données, donc ici rond, cercle, enfin rond, triangle, rectangle et hexagone, quoi. Voilà, et à la fin du coup la prédiction, c'est qu'il associe en fait les données entre elles pour former un... On peut par exemple prendre comme exemple encore les maisons, la répartition des maisons sur un territoire. Et si on lui donne des catégories comme par exemple le prix, la distance des océans par exemple, etc. Plusieurs grandes catégories à côté. Donc en gros, ça va permettre de rassembler les données entre elles, et que pour leur donner un peu plus de sens que si elles étaient juste des données récoltées comme ça. Donc juste après, c'est ce que je disais, on va parler un peu d'algorithmes d'apprentissage, et ces algorithmes, je les ai plus ou moins évoqués un peu en parlant de classification, régression et des clusters. Du coup, pour la classification, à quoi ça va nous servir? Le résultat de l'IA sur une classification, ça va prédire une variable de sortie qu'on appelle une variable discrète. Comme une catégorie par exemple. Comme j'avais évoqué une catégorie, c'est un 0 ou un 1 si vous voulez, c'est soit un chat, soit un chien, ça va permettre de trier ça. On peut parler maintenant de la régression, donc ça vise à prédire une variable de sortie continue, comme par exemple, du coup c'est l'inverse, c'est pas quelque chose de précis comme 0, 1, mais plutôt une quantité. Par exemple, on peut reprendre l'exemple du prix de maison. Ce prix de maison, si on donne toutes les données à un algorithme de régression sur un prix de maison, il est censé pouvoir donner un prix
un prix par rapport aux caractéristiques de cette même maison. Oui, les clusters, c'est du coup les clusters, c'est plus pour l'unsupervised learning et la classification, la régression, c'est plus pour le supervised learning. Parce que évidemment, les données sont traitées, on donne plus de catégories, de contexte à l'algorithme pour qu'il traite ces données. Et les clusters de données sans algorithme, c'est en gros, ils rassemblent les données par lien, plus ou moins par lien. Et ça, c'est la catégorie de l'unsupervised learning. Donc, ça, et bien sûr, c'est l'unsupervised learning en cluster, c'est sans étiquette et seulement sur des classes et des relations. Ça, c'était du point de vue des algorithmes. Après, je peux vous en donner un peu plus avec des noms cette fois-ci. Donc, au niveau de supervised learning, il y a certains algorithmes, donc comme j'ai dit, régression et classification. Au niveau de la classification, on retrouve les plus connus qui sont les voisins les plus proches et les naive Bayes en anglais. Concernant la régression, on a la régression linéaire comme des fonctions linéaires, ça vient de là d'ailleurs. Mais après, on a Gaussian Process qui est aussi un autre algorithme de régression. Il existe aussi des algorithmes capables de faire les deux, qui sont entre les deux catégories. Il y en a plusieurs, je vous ai pas mis tous les noms ici, mais en gros les principaux, on a le support vector machine et decision tree. Bon, bien sûr c'est en anglais, mais les arbres de décision et les vecteurs de support machine, ce sont des algorithmes qui permettent de faire soit de la classification, soit de la régression à la fois. Et concernant le unsupervised learning, on a le k-means qui permet de faire des clusters en fonction du nombre de clusters. Donc k c'est le nombre de clusters par exemple. Donc fuzzy semmings c'est très similaire à k-means, c'est simplement ça prend un plus de statistiques en compte. Et hiérarchique, pareil, c'est le but de faire des clusters en fonction d'une certaine hiérarchie. Donc si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous laisse bien sûr les noms sur cette présentation que je vous partagerai. Ok. Donc l'implémentation, pour parler de l'implémentation d'une IA, il y a de nombreuses étapes à respecter, avec notamment des étapes assez essentielles. Sans ça, on ne pourrait pas avoir de machine learning du tout. Donc d'abord, bien sûr, la première, c'est l'une des plus importantes, c'est la collecte des données. Sans données, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Donc ça peut être sous forme structurée comme je l'ai déjà dit, ça peut être sous forme structurée comme dans des tableaux, ou non structurée comme image, un texte, etc. Donc la qualité et la quantité des données qui sont récoltées sont essentielles pour avoir après des bonnes performances en termes de résultats. C'est sûr, si vous faites une IA avec vous avez récolté juste l'avis des 3 ou 4 personnes de votre famille sur un sujet, ça n'a pas assez de données. Il faut que ça soit assez élevé pour que l'algorithme puisse apprendre. Ensuite, l'étape suivante, c'est le pré-traitement des données. Donc, concernant ce pré-traitement des données, c'est l'étape la plus importante de toutes pour faire une IA. Une IA en machine learning en tout cas. Et sans ça, en fait, il y aurait des erreurs, ça pourrait pas être possible. Donc, avant de pouvoir entraîner l'algorithme, il faut pouvoir ce qu'on appelle nettoyer et pré-traiter les données. C'est pour que l'algorithme puisse les utiliser sans problème et sans planter, hein, tout simplement. C'est bien l'étape la plus importante parce que dès que vous avez récolté des données, généralement dans votre tableau ou texte, etc., au bout d'un moment, il va y avoir des valeurs nulles, par exemple, ou des valeurs qui ne sont pas représentatives, etc. Et si vous ne faites pas ça, notamment pour les valeurs nulles, les supprimer, par exemple, ou estimer une valeur de statistique qui permet de l'inclure dans les données, si vous faites pas ça, l'algorithme ne fonctionnera pas. Donc c'est très important. Et puis en plus, on peut inclure une partie par rapport aux lois dans cette partie, notamment le RGPD. Hein. On ne peut pas stocker non plus n'importe quelle donnée pour traiter. Par exemple, tout ce qui permet d'identifier une personne directement, on va éviter. À part bien sûr si les études sont centrées dessus. Si je prends l'exemple des données médicales, dossiers médicaux, si vous l'incluez pas dans un hôpital, ça va être gênant pour l'implémentation.
Donc l'étape suivante, c'est le choix de l'algorithme. Donc oui, étape cruciale également, sans algorithme en machine learning, ben voilà, on a juste des données. Ça sert pas à grand chose. Donc comment choisir l'algorithme, bien il n'y a pas de méthode magique pour ça. Donc en gros pour simplifier, il s'agit d'éliminer ceux qui répondent pas aux problèmes que vous avez. Et du coup, pour savoir quel algorithme choisir, l'intérêt c'est vraiment de faire des mathématiques, notamment des statistiques sur ces données. Savoir quel modèle correspond le mieux, c'est sûr. Par exemple, si vous souhaitez faire de la régression, bien vous pouvez déjà éliminer tous les algorithmes de classification. Si vous pouvez éliminer tout l'unsupervised learning, etc. Mais après, comment faire lorsqu'il nous reste les algorithmes qui sont très similaires au sein même d'une même catégorie, comme par exemple, comme je l'ai dit, la régression en supervised learning. Et bien là, il n'y a pas de méthode magique non plus. Il suffit juste de tester. Et en général, il y aura toujours un algorithme qui se démarque de par ses performances sur votre problème en particulier. Donc l'implémentation pour le choix de l'algorithme, c'est le choix final en tout cas, c'est la seule solution. Donc ensuite, on a la division des données. Donc dans cette partie, on divise généralement toutes les données en 3 jeux de données. Donc il y en a un pour l'entraînement de l'algorithme, un pour les tests après une fois que l'algorithme est entraîné, un pour le test final avec des nouvelles données du coup. Et un dernier pour l'évaluation ou la validation, ça dépend, c'est la même étape prononcée 2 fois différemment. Cette division, il y a des conventions, on ne peut pas diviser les datas n'importe comment. La majeure partie, disons 70%, c'est bien sûr pour l'entraînement. Il faut bien respecter ces pourcentages parce qu'avec moins de données, bien l'algorithme va faire ce qu'on appelle du surlearning, en français du surapprentissage, enfin voilà. Du surapprentissage, et ce que ça fait en gros, c'est qu'il va prendre ces données par cœur, il va considérer que les autres données de test ou des données nouvelles en fait ne correspondent pas du tout à son problème. Il va directement ne pas les traiter, et ça c'est un problème si on lui donne. Ça c'est du coup les effets si on lui donne pas assez de données, et si on lui en donne trop, eh bien il va faire des relations entre certaines données, mais pas d'autres, et du coup on est en sous-apprentissage. Et les résultats seront très peu précis. Généralement, c'est un problème d'optimisation. Et c'est pour ça qu'on a cette troisième division des données qui est sur cette évaluation ou validation. Et c'est utile pour éviter tous ces sous-apprentissage, surapprentissage. Et du coup, quand est-ce qu'on doit appliquer ces jeux de données? Quand est-ce qu'on doit les envoyer dans l'algorithme pour avoir des bons résultats performants? Donc j'avais dit le jeu d'entraînement, bien sûr, durant l'entraînement. Le test, c'est après l'entraînement. Et du coup, on reparlera du jeu de validation lors de l'optimisation du modèle, parce que justement, l'optimisation, ça permettra d'utiliser ce dernier jeu de données pour avoir des résultats plus performants. Du coup, on passe à l'entraînement. L'entraînement des données, c'est grâce notamment à l'importation de certaines bibliothèques, en Python notamment, et au choix des